Et on commence notre émission par le coup d'œil sur l'actualité de Christophe Point. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors Christophe Point, vous êtes professeur à la faculté d'éducation de l'université de Sherbrooke. Vous êtes docteur en philosophie de l'éducation. Vous avez soutenu une thèse en 2020 qui portait sur la philosophie de John Dewey et vous abordiez des propositions pour une reconstruction démocratique de l'université. Vos travaux sont au croisement de la philosophie de l'éducation, l'histoire des idées éducatives et l'éthique professionnelle de la personne enseignante. Et si nous vous recevons, c'est parce que vous vous penchez sur la question de l'enseignement à l'heure de l'urgence écologique. Alors vous l'avez peut-être vu depuis le Canada, les débats scolaires sont assez âpres en France en ce moment. Le départ de l'ancienne ministre Amélie Oudéa-Castéra a réveillé les oppositions entre un modèle d'éducation publique et les partisans de l'enseignement privé. D'autres critiquent les dérives du pédagogisme. Ils soulignent la crise de l'autorité à l'école et l'intrusion du wokisme à l'université, tout un programme en somme. Et on voulait savoir, Christophe Point, vous qui avez tenté d'esquisser les pistes pour une reconstruction démocratique de l'université, vous qui proposez à ce titre une éducation aux politiques par l'écologie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est en fait cette éducation aux politiques par l'écologie que vous appelez de vos voeux? Oui, tout à fait. Cette éducation en politique, c'est vraiment l'idée de rassembler deux choses que l'on pense habituellement de façon très séparée, c'est-à-dire l'éducation et la politique. Vraiment, notre modèle éducatif en France est construit avec une séparation de l'enfance avec l'adulte, entre l'éducatif et le politif, et entre ce que l'enfant devait apprendre bien sagement sur les bancs d'une école et ce que les adultes pouvaient faire ou dire en militant sur le plan politique dans la rue. Et cette distinction, elle ne fonctionne plus en fait. Ne fonctionne plus à l'heure d'aujourd'hui avec les changements climatiques et l'exemple de Greta Thunberg sur ce point est vraiment excellent. Je rappelle son discours à l'ONU. Elle avait vraiment dit, je traduis en français, ce n'est pas normal, je ne devrais pas être ici, je devrais être en classe. Comment osez-vous? Vous m'avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles vides de sens. Donc avec ce discours prononcé en 2019, on voit bien qu'ici les enfants ont leur mot à dire sur leur éducation, ils ont leur mot à dire en politique, et la principale cause d'engagement politique des jeunes aujourd'hui, c'est par l'écologie. C'est pour ça que ça me semble important de réfléchir l'éducation politique par l'écologie. Je ne sais pas si c'est clair pour l'instant. Alors justement, vous avez publié un article à ce sujet qui s'appelle « L'université à l'ère de l'Anthropocène, repenser l'éducation aux politiques par l'écologie ». Et vous avez des éléments de constat. Un des éléments de constat principal, c'est sur le cadre épistémologique de l'université actuellement. Et selon vous, sa non-compatibilité avec les enjeux de l'Anthropocène. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu quel est ce cadre épistémologique ? Tout à fait. L'idée de ce cadre épistémologique, c'est de dire que nous autres professeurs à l'université, nous avons plus ou moins des cartes mentales en tête. Et ces cartes mentales forment des cadres épistémologiques qui nous semblent plus ou moins évidents, des associations d'idées ou de concepts entre elles. Par exemple, si je vous parle d'écologie, par exemple, soit on fait une association très rapide avec le politique, et donc là, dans ce cas-là, c'est l'écologie politique. Soit on fait un lien avec l'éducation, mais dans ce cas-là, on pense davantage cycle de l'eau, tri des déchets, apprentissage des petits éco-gestes, ce genre de choses. Et donc, si vous voulez, cette carte mentale, elle dessine au sein de nos esprits ce qui nous semble relever de l'ordre de l'éducation et ce qui semble relever de l'ordre du politique. Et pour l'instant, force est de constater que l'écologie est encore très peu présente à l'école. Soit elle est présentée d'un point de vue très technique, ou très scientifique, avec le cycle de l'eau, comment on appelle ça en France, c'est le SVT, c'est ça? Oui, les sciences vie de la Terre, tout à fait. Ouais, exactement. Mes souvenirs sont encore pas trop mauvais. Donc soit on le pense d'un point de vue scientifique, technique, et dans ce cas-là, c'est pas du tout un apprentissage qui est politique ou qui est engagé. Soit, dans ce cas-là, si c'est de l'éducation, si c'est de l'écologie politique, alors on dit que ça n'a pas sa place à l'école. Et donc, vous voyez, ce cadre épistémologique qui nous empêche de penser l'écologie, en fait. Or, si on est un peu sérieux sur ces questions, de nos jours, on ne peut pas faire de l'éducation sans parler d'écologie. Parce que les changements climatiques, oui. Qu'est-ce qui explique cette disjonction, d'après vous, entre l'écologie vue sous l'angle scientifique et celle qu'on nous enseigne en SVT et une vision plus politique qui serait absente de l'école aujourd'hui ?
Selon moi, ce qui peut expliquer ce décalage, c'est que on a pensé l'éducation comme une séparation entre l'enfant et le monde. C'est pour ça que dans cet article, je parle autant de Hannah Arendt, dans le sens où on a pensé l'école comme un lieu sécurisé et sécurisant, où l'on protégerait les enfants de ce qui se passerait à l'extérieur, dans le monde, dans la société, dans la politique. C'est Hannah Arendt qui, dans la crise de l'éducation, définit le plus ce paradigme dans notre cadre épistémologique. Donc cette idée que l'école est un lieu de protection, en fait, un temple du savoir, une protection où tous les enfants n'auraient rien à craindre du monde. Sauf qu'on voit avec le réchauffement climatique et les crises climatiques que non seulement le climat peut détruire des écoles dans des inondations, des catastrophes naturelles, ou alors peut même rendre l'éducation hautement difficile avec des classes qui sont surchauffées l'été parce que les bâtiments ne sont pas isolés, ce genre de choses. Donc on voit bien que l'écologie, le réchauffement climatique fait partie de l'actualité et du quotidien des enfants. Ils en entendent parler à la télévision, ils en entendent parler dans les réseaux sociaux, leurs parents sont concernés, etc. Donc on voit bien qu'on ne peut pas faire de l'éducation au monde sans parler d'écologie maintenant. Et en plus, l'idée c'est que ce monde il est en mouvement. Ce monde il est en mouvement, il est en évolution. Donc c'est plus du tout un monde fixe ou qui ne bougera plus. C'est au contraire un monde qui va changer avec des espèces animales qui vont disparaître, des températures qui vont augmenter, etc. Et ça, à mon sens, si on est un peu sérieux sur l'éducation, il faut en parler aux enfants, il faut les préparer à ça. Et j'aimerais rebondir sur ce mot « enfant ». Il semble que votre article porte, lui, sur l'université. Alors, il y a effectivement nombre d'analystes qui se concentrent sur les éducations du premier et du second cycle, mais vous portez vraiment un regard sur l'université. Alors, pourquoi ce regard-là ? Alors, très, très personnellement, ce regard, je le porte parce que je m'intéresse à la formation des enseignants et que pour l'instant, la formation des enseignants au primaire et au secondaire se passe principalement par l'université. Et donc, j'avais eu un peu le choc à un moment d'aller visiter des enseignants qui étaient en stage dans des écoles et me rendre compte que les albums jeunesse qu'il y avait dans les classes de nos enseignants, la plupart présentaient des albums jeunesse où la moitié des animaux appartenaient à des espèces menacées ou en voie de disparition. Donc là, c'est à partir de ce choc-là que je me suis commencé à m'intéresser à comment ces enseignants étaient formés à l'université et puis ensuite à m'y intéresser à eux en tant qu'étudiants. Et là-dessus, en tant qu'étudiant, c'est assez intéressant parce que non seulement la principale cause politique d'engagement des étudiants de nos jours, selon les statistiques en France, c'est l'écologie, donc ça les concerne. Et en plus, lorsqu'on s'intéresse aussi aux différentes apparitions de troubles et de maladies qui peuvent toucher ces étudiants, l'éco-anxiété apparaît aussi très rapidement. Donc c'est à partir de ces deux indices que j'ai voulu m'intéresser à la formation et à la question des étudiants par rapport à l'écologie. Oui, justement, à ce titre, vous parlez de l'éco-anxiété comme potentiel révélateur de ce que ce cadre épistémologique produirait chez les jeunes. En fait, ce décalage entre un concernement omniprésent dans leur vie quotidienne et une absence de réponse à donner dans la vie scolaire et universitaire. Ça serait ça ? Tout à fait. C'est vraiment terrible de voir que tous les changements climatiques, c'est des sujets dont on parle énormément dans les médias, les réseaux sociaux, à la télévision, etc., et dont on parle très très peu durant leurs études. Donc c'est comme si ils avaient conscience d'une menace, d'un danger, et en même temps que personne ne leur parlait de ce danger pour l'expliquer, pour le développer, etc. Donc là-dessus, il y a une responsabilité de l'université, à mon sens, qui pour l'instant est défaillante. Pourtant, l'université semble bel et bien être le lieu, ou en tout cas le rempart à une pensée, disons, uniforme, avec des mises en place d'enseignements plutôt portés sur des formes politiques, ou en tout cas avec des opinions politiques qui peuvent ressortir de par certains scientifiques. C'est vrai qu'il y a encore une liberté académique qui existe et qui est très précieuse et qu'il faut à tout prix préserver. D'autant une liberté académique de la part des enseignants et de la part des étudiants, il faut le rappeler, ça va dans les deux sens. Cependant, le reproche, ou ce que je note et qui me travaille, c'est que la plupart des enseignants-chercheurs qui donnent leurs cours à l'université n'ont pas encore intégré l'écologie dans leur
dans leur cadre épistémologique, en fait, dans leur façon de penser. La plupart des enseignants vont faire un cours de littérature en français sans se soucier de l'écologie, vont parler de mathématiques sans se soucier de l'écologie. C'est encore un sujet qui est relativement déconnecté et actuellement, il y a encore très très peu de parcours qui intègrent vraiment explicitement des cours qui portent sur l'écologie, les questions environnementales, etc. Et même quand il s'agit de le penser de façon transversale, lorsqu'on fait des enquêtes pour savoir auprès des étudiants quand est-ce qu'on leur a parlé d'écologie, d'environnement, c'est encore des pourcentages qui sont très très faibles. Et inversement, moi je vais prendre le contre-pied de mon camarade, mais aujourd'hui, l'université, dans les grands médias principalement de droite, on l'entend taxer de wokisme, de manque d'autoritarisme, de laisser-faire, de gauchisme intellectuel. Comment est-ce que vous répondez à ces critiques-là ? Je pense que je suis complètement woke dans ce cas-là. Et puis pour moi, ça me semble être, en fait, on évite le vrai débat. En fait, pour moi, l'un des débats qu'on devrait avoir, c'est quelles sont les responsabilités de nos structures d'enseignement, dont l'université. Est-ce que l'université est là pour développer l'esprit critique, la réflexion des étudiants ? Si on répond oui, alors il faut parler de ces sujets sensibles, il faut parler de l'écologie, des engagements politiques et ne pas les nier. Mais si on pense que non, que l'université n'a pas formé l'esprit critique des étudiants, alors dans ce cas-là, effectivement, ne leur parlons pas de politique, ne leur parlons pas de tous ces engagements qui les concernent, et voyons ce que ça va devenir. Mais je suis très pessimiste sur cette deuxième hypothèse. Mais si on se recentre un petit peu sur ces questions d'éducation pour le premier et second cycle à minima, aujourd'hui le débat politique français est quand même largement traversé par ces préoccupations autour d'une crise, notamment de l'autorité et une perte des savoirs fondamentaux. Qu'est-ce que vous pensez de cet état de fait, ce positionnement-là et qui renverrait aussi à une vision très politique de ce que pourrait être l'école et l'enseignement. Tout à fait. Moi, ça me semble être un débat qui montre surtout un décalage presque de génération, dans le sens où la pédagogie, les outils didactiques ont énormément progressé en l'espace de 20 ou 30 ans. Et maintenant, un enseignant ne travaille plus du tout comme un enseignant d'il y a 30 ans. Les salles de cours ne ressemblent pas à des salles de cours d'il y a 30 ou 40 ans. Et donc, c'est évident que je dirais que sur l'enseignement des savoirs fondamentaux, on a énormément progressé et les élèves apprennent bien mieux maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, la question me semble moins sur les rapports du savoir fondamentaux, etc., mais plutôt l'idée qu'une fois qu'on a appris des savoirs de base, une fois qu'on a appris des connaissances élémentaires, après, on va les remettre en question, on va les discuter, on a envie d'aller plus loin, en fait. Et je pense que la pédagogie actuellement est capable d'emmener les élèves à aller plus loin, à avoir plus d'esprit critique. Et la génération antérieure, celle qui nous gouverne actuellement, elle est plutôt inquiète, elle se sent en décalage, elle n'a pas été préparée ou elle n'est pas consciente de toutes les évolutions de l'école actuellement. Donc là-dessus, le politique a du retard sur le plan pédagogique. Et donc, pour rebondir là-dessus, comment est-ce qu'on pourrait créer une forme de culture de l'anthropocène, une culture de la transition écologique dans les enseignements qui peuvent y être associés, et quels leviers doivent être dépassés outre le problème générationnel ? Alors ça, c'est vraiment une très large question, et puis personne ne pourra y répondre individuellement comme ça à pied levé. Cependant, quelque chose que je note depuis le Canada où j'enseigne, c'est qu'au Québec se développe beaucoup ce qu'on appelle la pédagogie en plein air ou l'éducation en plein air. Et c'est vraiment l'idée de comment faire sortir des enfants des salles de classe pour les emmener en forêt, dans les champs ou même dans un parc à l'extérieur et se servir de ces sorties pour multiplier les enseignements en mathématiques, en histoire, en géographie, en biologie. Et il me semble que si on arrive à faire découvrir le plus possible l'environnement et le vivant aux enfants, on va leur développer une sorte de sensibilité à ça. Et en développant cette sensibilité, on va les sensibiliser et ils vont faire en sorte qu'ils vont trouver ça important et ça peut contribuer à une éducation à l'environnement, à mon sens. Donc ça, ce serait une piste, par exemple, mais il pourrait y en avoir vraiment plein d'autres. L'écologie, en fait, semblerait être davantage un support plutôt qu'une discipline, donc ? Support, je suis embêté. Je dirais que c'est
que l'écologie concerne l'ensemble du milieu physique, social, symbolique d'un être humain. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'en servir pour revoir l'ensemble de nos apprentissages. Il ne faut pas que ce soit une matière qui soit séparée de toutes les autres, comme il y aurait une matière, un cours d'écologie entre 10h et 12h du matin. Non, ce serait vraiment l'idée de dire que tous nos savoirs doivent être intégrer l'écologie et doivent la considérer. Et on peut parler de nature, on peut parler d'environnement en art, en mathématiques, en histoire. Donc vous voyez, c'est vraiment cet ensemble qui doit être pris en compte. Alors moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais du coup, dans votre article, vous parlez de l'éducation aux politiques par l'écologie. Et donc, ça suppose, comme vous l'expliquez, de rompre le cadre épistémologique actuel qui donc séparait la question politique de la question de l'enseignement ou de l'éducation. En politisant du coup les enseignements, est-ce qu'on n'ouvre pas aussi la porte, parce que vous l'aurez remarqué comme moi, actuellement, les débats politiques et les sondages politiques sont plutôt en train de tirer vers la droite, voire l'extrême droite, que vers l'écologie politique. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas aussi la porte à ce que les programmes scolaires finalement soient accaparés par des visions politiques qui soient tout autres et pas du tout pensées avec et pour l'Anthropocène ? Je ne sais pas si l'extrême droite a une grande pensée sur l'écologie. Ce que j'ai vu pour l'instant là-dessus, c'est vraiment assez faible. Et de toute façon, il faut se dire que nos programmes sont politiques. Le choix des matières, le choix des chapitres. Alors sur certaines matières, c'est plus évident que d'autres. En histoire, c'est très évident. Comment on appelle ça ? Enseignement moral et civique chez vous ? Voilà. Je ne sais plus. On est trop vieux, on n'a pas connu ce moment-là, nous. Oui, maintenant, ça doit être la science économique et sociale avec l'intégration de ces enjeux de civique, oui. Ouais. C'est ça. Avant, c'était enseignement civique, juridique et social, je crois. Mais donc tous les programmes éducatifs sont politiques au sens où ils résultent de choix qui ont été faits à un moment donné par des hommes politiques et des adultes. Donc, à mon sens, ces programmes sont politiques et c'est un choix, au contraire, ce serait un choix de courage politique d'intégrer davantage l'environnement. Et ce ne sont pas les programmes sont faits par des spécialistes, en fait. Et chacun de ces spécialistes vont avoir leur centre d'intérêt, leur bataille et leurs engagements. Donc, je ne pense pas qu'il faudrait séparer aussi nettement la science comme une science qui serait objective, un peu protégée des turbulences du monde. À mon sens, au contraire, et là je rejoins Bruno Latour par exemple sur ce point, l'épistémologie est engagée socialement. Et à ce titre, vous parlez, si je ne me trompe pas, de sciences de l'éducation comme des sciences politiques. Et j'aimerais revenir sur cette question des critiques qu'on adresse au pédagogisme, entendu comme l'épithète pédagogisme qui est pas très élégant, mais de nombreuses critiques aujourd'hui sont assénées contre la victoire des post-68ards et ce triomphe d'une forme d'enseignement de ce type, quand on déplorerait la perte d'autorité, de savoir descendant, et vous appelez à l'inverse à une construction collective et politique du savoir. Comment on triomphe de ces critiques ? Comment est-ce qu'on rencontre des critiques de la droite sur la perte d'autorité et le retour aux savoirs fondamentaux ? C'est ça la question ? Vraiment, je pense que c'est une question qu'il faut se poser sur le terrain, en fait. Vraiment, en allant voir des écoles au quotidien et voir des enseignants et se rendre compte de ce que c'est que la réalité d'un enseignement actuellement. Et en tout cas, pour ce qui est du primaire, c'est le niveau que je connais le mieux, on est très loin d'un rapport d'autorité qui serait frontal, qui serait hiérarchique ou qui serait viril en quelque sorte. Mais au contraire, on est vraiment beaucoup plus dans des relations de confiance, beaucoup de collaboration avec les parents, des échanges quotidiens avec différents professionnels. Donc, si vous voulez revendiquer une valeur comme celle de l'autorité, aussi belle soit-elle, ne suffit pas, en fait. Je pense que derrière cette question de valeur, on cache un peu une priorité qui serait des conditions de travail, qui serait du côté des salaires des enseignants, de l'aide qu'on peut avoir en classe avec d'autres professionnels. Donc, voyons d'abord les conditions de travail de ces enseignants et ces professionnels de l'éducation, et après, on verra s'il y a une question d'autorité ou autre.
à mon sens. Si je ne me trompe pas, dans votre article, vous poursuivez également l'ambition, en termes de formation, de former les enseignants à une pensée pratique, une pensée complexe et actuelle qui leur permette de vivre dans un monde à risque, un monde qui soit de plus en plus risqué. Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes concrètes qui relèveraient de ce type de formation ? Tout à fait. Là, je peux prendre l'exemple du Québec, par exemple, où la formation des enseignants au primaire se fait en 4 ans. Et dès la première année, les étudiants ont des stages dans les écoles. Alors d'abord des stages assez courts, 2 jours, 3 jours par-ci, 4 jours par-là. Mais ensuite, en 4e année, c'est 3 mois entiers en responsabilité devant une classe. Donc là, la formation est bien plus pratique parce que dès la première année, les étudiants sont face à des élèves et interagissent avec. Alors qu'en France, on a encore une licence d'éducation qui reste très théorique, très académique pendant 3 ans. Et à la fin, à prix d'un concours en plus, on a une formation à la maîtrise qui commence à avoir des stages, à avoir de la mise en pratique. Donc là, le point de vue pratique est assez peu développé. Et puis, sur l'aspect des risques, là aussi, c'est intéressant au Québec. Au Québec, il y a beaucoup d'échanges de pratiques, où vraiment les étudiants se rassemblent entre eux à une dizaine, une douzaine, et puis on échange, ou on les fait échanger sur les cas difficiles, les thèmes sensibles, quelles ont été leurs difficultés. Donc ces petits groupes de parole, de formation pratique, ça permet vraiment de rendre compte des risques que peut avoir ce métier, de les développer, etc. Et ça me semblerait vraiment profitable pour la formation en France. Peut-être on a évoqué tout à l'heure la question de l'éco-anxiété comme une manifestation, un symptôme de ce que produisait aujourd'hui le cadre épistémologique dominant dans le champ de l'éducation. On voit d'un autre côté, peut-être dans le même temps, d'autres stratégies d'évitement qui sont déployées par des étudiants et étudiantes. On les appelle les bifurqueurs et bifurqueuses en France. Est-ce que vous avez des réactions à ce sujet? Je les connais très mal, donc j'aurais peur de dire des bêtises là-dessus, mais tous ces étudiants et étudiantes qui finissent par dénoncer, en fait, dénonçant les formes d'enseignement qui seraient dépolitisées quant à cette question écologique, font le choix de quitter leur parcours, ou en tout cas de ne pas s'engager auprès d'entreprises qui participeraient à l'écocide en cours. Ah oui, j'ai vu ces discours des étudiants, effectivement, à la fin de leurs études là-dessus, effectivement. Là-dessus, je peux vraiment que saluer leur courage et puis les encourager. Effectivement, je pense que là aussi, on a une responsabilité après nos études au niveau du marché du travail pour savoir avec qui on veut travailler, comment est-ce qu'on veut travailler, etc. Donc, là-dessus, je suis tout à fait d'accord, mais après, au niveau de l'enseignement, j'encouragerais quand même les étudiants à rester dans l'école publique parce que je pense que c'est en la transformant de l'intérieur qu'on va la rendre de plus en plus souhaitable et de plus en plus intéressante. Surtout que pour ce qui est du primaire, en tout cas, les enseignants et les enseignantes ont encore une belle marge de liberté pédagogique en pouvant amener du matériel à eux, travailler des séances en les aménageant de leur façon, créer des activités. Et cette liberté éducative que l'on a, je pense qu'il ne faut absolument pas la lâcher et la valoriser en la pratiquant, en la réalisant au jour à jour. Eh bien, Christophe Point, un grand merci pour cet entretien et pour ce clin d'œil final à la crise actuelle que connaît le débat politique en France entre école privée et école publique. Et on aura noté votre soutien à l'école publique. Donc, un grand merci. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté d'éducation de l'université de Sherbrooke et docteur en philosophie de l'éducation. À bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.